Bienvenue sur PDCI TV, votre chaîne préférée. Pour ce numéro spécial de notre émission La Tribune de mise au point, nous recevons un homme de droit. Lui, c'est M. Kwao Geoffroy Julien, juriste et écrivain, auteur de plusieurs essais, le plus récent, 2020, ou le piège électoral. Je ne serai pas seul, je serai avec M. Mahul Eouman Kwasi, journaliste à PDCI TV. Bonjour Madame la modératrice. Bonjour. Bonjour M. Kwao. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Kwao. Monsieur, bonjour. Monsieur Kwao, la Côte d'Ivoire traverse un moment assez spécial avec la réforme de la Constitution demandée par le président Alassane Ouattara. Vous, en tant que juriste, quelle est votre analyse? Vous savez que nous sommes dans un régime présidentiel qui principalement consacre la séparation des pouvoirs. Mais dans la pratique politique, il y a une collaboration des pouvoirs. Et surtout entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et d'ailleurs, la Constitution, dans ses dispositions pertinentes, dispose que le président de la République, chaque année, peut aller devant le Congrès, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale réunis, pour se prononcer sur la vie de la nation. Donc, le président de la République use ici d'un droit dont il dispose. Nous sommes là dans la plénitude de la légalité constitutionnelle. Monsieur Kwao, quelle urgence peut emmener le président Alassane Ouattara, alors qu'il décide de se retirer de la course à l'élection présidentielle d'octobre 2020, à organiser un congrès qui unit les deux chambres? C'est la première en Côte d'Ivoire. Oui, c'est une véritable première, comme vous le dites, mais n'oubliez pas que le Sénat vient à peine d'être installé et la Constitution dispose que le président peut convoquer le Congrès à tout moment. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, désormais, notre vie constitutionnelle, notre vie politique doit s'habituer à ce que le président de la République ou le vice-président et le Premier ministre viennent de temps à autre devant le Congrès pour, n'est-ce pas, s'exprimer sur la vie de la nation. Tout ceci participe du contrôle du Parlement sur l'action gouvernementale et permet aussi aux populations, au peuple, de suivre l'activité gouvernementale chaque année. Y a-t-il urgence en ce moment? Parler d'urgence renvoie, n'est-ce pas, à feuilleter les dispositions de la Constitution. Vous savez que la Constitution de la Troisième République a été mise en place en 2016, mais cette Constitution ne fixe pas de limitation quant à sa révision relativement au temps. C'est-à-dire qu'on peut adopter une constitution aujourd'hui et puis le lendemain procéder à sa révision. Donc il n'y a pas de limitation de temps. Le président de la République apprécie de l'opportunité de façon discrétionnaire. Juridiquement, professeur, M. Kwao, dites-nous, quelle est la portée d'une telle démarche? Bon, évidemment, le président de la République est un entrepreneur politique, c'est un homme politique. Et donc, pour lui, il veut doter la Côte d'Ivoire d'instruments juridiques qui peuvent participer à l'amélioration de la vie démocratique. Et il a dit lui-même, et d'ailleurs, si vous regardez bien, cette révision constitutionnelle porte sur 26 articles et sur des matières bien précises. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, il veut toucher au fonctionnement des différentes institutions pour les adapter davantage à la vie et à la pratique démocratique. Très bien, on aura compris, M. Kwao. Les Ivoiriens qui vous suivent et les militants du PDCI-RDA qui sont scotchés présentement s'interrogent comment comprendre une constitution qui a été votée déjà le 8 novembre 2016, qui sera modifiée incessamment dans les jours qui viennent. Pourquoi? Alors, vous savez très bien qu'une constitution est avant tout un acte juridique. Et tout acte juridique a une vie biologique, à l'image de celle de l'homme. Elle naît, elle grandit, elle se métamorphose et meurt. Le droit est la conséquence de la vie sociale. La vie sociale évolue, se métamorphose, change. Donc les mutations sociales, économiques, sociologiques, religieuses, idéologiques influencent le droit. Certainement que le président de la République pense qu'il y a eu des évolutions dans la pratique politique ivoirienne. Il a vu quelques imperfections au niveau de la loi fondamentale et même du code électoral. Parce que n'oubliez pas aussi que cette réforme, même si elle n'est pas constitutionnelle, mais législative, concerne aussi le cautionnement. Donc, ce sont des ajustements qu'il veut apporter. Maintenant, quelle est la portée politique et autres? Il est évident, comme je le disais tout à l'heure, que c'est un homme politique
Et évidemment que lorsqu'il fait de telles réformes, ce n'est pas pour faire une passe à ses adversaires politiques, bien au contraire. N'oublions pas qu'avec la Constitution de 2016, le président de la République est chef de l'État, président de la République, mais en même temps, il peut être aussi président de parti politique. Et c'est le cas actuellement. M. Ouattara est le chef de l'État, certes, mais il est le chef du RHDP. Et donc, il est évident qu'il y a une part de subjectivité dans cette démarche. Mais c'est constitutionnel. Très bien, vous n'avez pas de subjectivité. Nous nous entendons très bien, mais il y a le fait que la Constitution du 8 novembre 2016 déjà prévoyait un ticket président-vice-président. Alors même que ce ticket-là n'a pas été éprouvé, il faille le changer. Pourquoi? Je pense que c'est le véritable bémol de cette révision constitutionnelle. Toucher au statut du vice-président, passer de l'élection qui lui donne une certaine légitimité à la nomination, c'est un recul. Parce que cette nomination va fragiliser la fonction du vice-président. Cette nomination va mettre le vice-président à la merci des humeurs présidentielles et peut créer une instabilité au sommet de l'État. On peut aussi analyser tout simplement que si le président veut que le vice-président soit nommé, c'est la preuve que cette fonction, ce poste n'est pas pertinent. Il faut donc peut-être penser à supprimer ce poste de vice-président qui, dans le cadre d'un régime comme le nôtre, ne montre pas véritablement sa pertinence. Parce que quand vous lisez bien la Constitution, le vice-président n'est que le dauphin présidentiel. Il n'a pas de pouvoir propre en tant que tel. Il a des pouvoirs de suppléance, c'est-à-dire que lorsque le président est hors du territoire national, le président lui délègue un certain nombre de prérogatives, hein, vous voyez, et il exerce aussi quelques pouvoirs délégués si le président le souhaite. Dans tous les cas de figure, je pense qu'il faut essayer de voir dans quelle mesure on peut supprimer ce poste ou le renforcer. Mais dire que le vice-président de la République, qui peut, à tout moment, en cas d'empêchement absolu, en cas de décès du président de la République, en cas de démission du président de la République, devenir de plein droit président de la République, ne pas lui donner une source de légitimité, c'est un déni démocratique. Vous parlez de délit démocratique, j'ai envie de vous demander, parlons de suppression. Le président de la République est en même temps président du parti politique. Là, à ce niveau, à quel moment les Ivoiriens se disent qu'ils parlent à ces militants, à quel moment se disent qu'ils parlent aux Ivoiriens? Oui, vous avez totalement raison. C'est l'une des insuffisances de la Constitution de 2016. Mais attention, le fait que le président soit président de la République, chef de l'État, incarnation de l'unité nationale et chef d'un camp est constitutionnel. La Constitution ne l'interdit pas. C'était la Constitution de 2000 qui l'interdisait, mais celle de 2016 ne l'interdit pas, donc il est dans ses droits. Et je pense que dans le cadre de cette réforme, on devait revenir à la Constitution de 2000 pour dire que le président de la République ne peut pas être chef de parti, parce que ça fragilise la fonction présidentielle, ça fragilise le discours présidentiel. On ne peut pas être l'incarnation de l'unité nationale et être en même temps le chef d'un camp. C'est juridiquement incorrect et politiquement inopérant. Juridiquement incorrect, politiquement inopérant. Nous avons compris, M. Kouao. Le président dit qu'il n'est pas intéressé. C'est de bonne guerre. Mais vouloir transférer, un terme qu'il a utilisé, c'est transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Politiquement et juridiquement, je reviens vers vous. Oui, non, je pense que, bon, vous savez, lorsqu'on parle, il peut y avoir souvent des éléments de langage qui peuvent être corrigés. Je pense que le président de la République est dans une dynamique. Il veut renouveler la classe politique, il veut mettre l'accent sur l'alternance politique. Il est dans une bonne dynamique. Dans tous les cas de figure, il ne revient pas dans une démocratie républicaine à un individu de changer, n'est-ce pas, de génération politique, de créer les conditions pour l'alternance politique. C'est au peuple, à travers la Constitution, d'exprimer ses désirs. Donc, je pense que ce sont des éléments de langage qui trahissent souvent la bonne volonté affichée par le chef de l'État. Mais dans tous les cas de figure, nous sommes dans une république, nous ne sommes pas dans une monarchie. Donc, le pouvoir ne se transmet pas. Le pouvoir ne se transmet pas. Et deuxièmement, la Constitution est claire. Peuvent être candidats toutes les personnes ivoiriennes dotés, enfin, jouissant d'un certain nombre de droits, âgés de plus de 35 ans. Donc, ça veut dire qu'un homme de 200 ans, de 300 ans, peut valablement être candidat. Ce n'est pas à M. Ouattara de dire
comme moi je me retire, tous ceux de mon âge doivent se retirer. Non, ça c'est sa volonté personnelle. C'est un souhait qu'il émet, qui est respectable, mais qui est juridiquement n'engage que lui seul. La déclaration du président Ouattara relativement à son souhait de voir une nouvelle génération peut-être plus jeune, n'engage que lui. Et puis, autre analyse, quand on parle de jeunes, faisons très attention en Côte d'Ivoire. Selon l'Institut national de statistiques, la jeunesse en Côte d'Ivoire, c'est entre 15 et 34 ans. Or, la Constitution dispose clairement que ne peuvent être candidats que ceux qui sont âgés de plus de 35 ans. C'est-à-dire que la Constitution exclut la population juvénile. Donc, aucun jeune ne peut devenir président de la République. Dire qu'on veut faire la promotion des jeunes en politique et en même temps les exclure par les instruments juridiques, c'est de l'oxymore politique. Professeur Kouao, en même temps, cette modification en divers articles de notre Constitution, elle est sujette à polémique. Nombreux observateurs et personnalités politiques notamment craignent pour la démocratie. C'est votre cas? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous savez, la démocratie repose sur l'état des droits. Et l'état des droits, c'est la stricte application de la Constitution, le primat constitutionnel. Nous avons une Constitution. Vous savez que dans mon livre « Côte d'Ivoire, la Troisième République est mal partie » en 2016, avant l'adoption de cette Constitution, j'ai émis énormément de réserves. Dans une démocratie républicaine, la vérité, c'est la Constitution. Donc, dès lors que la Constitution donne des prérogatives au président de la République et qu'il les exerce, il n'y a pas de faute politique. Mais pourquoi se substituer au peuple de Côte d'Ivoire? Non, mais il ne se situe pas au peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire lui donne la possibilité, l'initiative de procéder à une révision. Vous comprenez? Donc ici, il a un pouvoir discrétionnaire. Laissez-moi douter un peu quand on sait que le Congrès, qui est composé des deux chambres, le Sénat et le Parlement, sont à forte coloration RHDP. Oui, bon, ça nous sommes dans des considérations extrêmement politiques. Il est évident que la Constitution dit que la révision peut être faite par voie référendaire ou par voie parlementaire, si le président le désire. C'est une aussi des réformes opérées par la Constitution de 2016. Dans la Constitution de 2000, la révision passait obligatoirement par voie référendaire. Mais avec la Constitution de 2016, il y a eu une innovation. Le président peut passer, s'il le souhaite, par la voie parlementaire. Donc, en passant par la voie parlementaire, je vous comprends bien, il y a moins de légitimité, puisque en passant par le peuple, la légitimité est forte, mais ici, il n'y a pas de faute, parce que le droit, la Constitution, lui en donne le droit, et il ne fait que user de ce droit. Vous savez, la bataille politique se fait en amont, ce n'est pas en aval. Lorsqu'on est en train d'adopter un texte, il faut avoir une certaine lucidité politique et intellectuelle pour pouvoir corriger les insuffisances. On ne peut pas adhérer à une action juridique, politique, quelque temps après, se renier. C'est politiquement incorrect. Vous comprenez? En 2016, lorsque je remettais en cause cette constitution par mes écrits, personne ne m'a soutenu, aucun parti politique. Le groupe des experts m'a traité de tous les noms. Mais aujourd'hui, on voit bien les insuffisances de ce test-là. Donc, il faut aujourd'hui être lucide. Ce que je reproche par contre à la démarche de Monsieur le Président de la République, c'est la célérité, la vitesse à laquelle les choses vont. Dans une démocratie, lorsque le président de la République, parce qu'il a l'initiative de la révision constitutionnelle, veut réviser une constitution, on donne le temps, d'abord il donne le tempo en donnant le contenu de la réforme, mais on donne le temps aux autres partis politiques, à la société civile, aux intellectuels, de s'en saisir pour faire les analyses qu'il faut pour apporter des ajustements. Regardez, en France, M. Macron, président de la République, veut apporter des réformes au niveau de la retraite. 8 mois avant la réforme, il présente ses réformes, ses projets à la population. Et les partis politiques en débattent, les intellectuels en débattent, la société civile en débat. Vous voyez, ça permet d'apporter des ajustements. Mais ici, la célérité avec laquelle les choses se passent ne permettent pas d'apporter ces ajustements. C'est le seul bémol juridiquement que je vois. Pas dire que le président Alassane veut se donner plus de chance en passant par les deux chambres parlementaires. Monsieur Kouao, le président Alassane Ouattara annonce la suppression de la Cour suprême et envisage renforcer le pouvoir du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Qu'est-ce que cela implique pour les Ivoiriens? Oui, c'est une véritable avancée. Ici, par contre, c'est une avancée. Parce que vous savez, à l'époque, avec la Constitution actuelle, on a une organisation juridictionnelle totalement illisible. On a au sommet 4 cours suprêmes. On a d'abord la Cour suprême elle-même. Au sein de la Cour suprême,
la Cour de cassation, le Conseil d'État, et à côté de tout ça, on a la Cour des comptes. La Cour suprême a un président, la Cour de cassation a un président, le Conseil d'État a un président. Et, d'après la Constitution, la Cour suprême joue le rôle d'arbitre en cas de conflit de compétences. C'est-à-dire que lorsque une affaire advint, si les deux cours se disent compétentes, ou si on ne sait pas laquelle des deux cours est compétente, alors intervient la Cour suprême pour les départager. Dans une telle perspective, la Cour suprême prend valeur de ce qu'on appelle en droit constitutionnel et en droit administratif un tribunal des conflits. Donc c'est comme ça qu'il fallait nommer la Cour suprême. Il y avait donc une cacophonie. Et j'en parlais dans mon livre Côte d'Ivoire, la Troisième République est mal partie. Et donc ici, la Côte d'Ivoire revient à la normalité, c'est-à-dire à une dualité juridictionnelle, avec un ordre juridique administratif, un ordre juridique, un ordre judiciaire et un ordre administratif. L'ordre administratif est coiffé par le Conseil d'État, l'ordre judiciaire par la Cour de cassation, et puis le Conseil, la Cour des comptes s'occupe des affaires financières de l'État. C'est une bonne chose, c'est une véritable avancée au niveau de l'organisation judiciaire, mais on peut aller plus loin. Parce que le problème de l'organisation judiciaire, certes, c'est l'organisation juridictionnelle, mais c'est aussi l'indépendance, la question de l'indépendance du juge. Vous savez très bien qu'il y a deux types de juges. Il y a ce qu'on appelle les juges du siège, qui, eux, sont véritablement indépendants. Au regard de la Constitution, quand la Constitution dit que la justice est indépendante, c'est par rapport aux magistrats du siège, c'est-à-dire le juge d'instruction et le président du tribunal. Ils n'ont pas de consigne à recevoir de qui que ce soit. Par contre, à l'inverse, à l'opposition, les juges du parquet, c'est-à-dire le ministère public, le procureur général, le procureur de la République et les substituts, sont placés sur l'ordre hiérarchique du ministre de l'Intérieur et du président de la République. Et donc, ils reçoivent des ordres de ces deux autorités-là, alors qu'ils ont l'initiative de la poursuite. Et ça peut poser problème. Ça posera problème. Ça posera problème. Donc, peut-être qu'il faut approfondir la réflexion pour voir comment on peut créer les conditions d'une véritable indépendance du parquet ivoirien. Peut-être penser à l'élection de ses membres et puis lever le fait qu'il soit sous le contrôle hiérarchique du ministre de la Justice et du président de la République. Je souhaiterais juste vous poser une dernière question avant que ma consoeur réagisse. Je vous demanderai à vous, pensez-vous que le judiciaire est véritablement indépendant? Vous savez, c'est une question extrêmement difficile. Tout dépend des tests. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où le patron du procureur de la République, c'est le ministre, c'est le président de la République, que voulez-vous qu'il fasse? Une affaire advient. M. Kouaou vient faire un discours à TV PDCI. Le procureur pense que M. Kouaou a fait son travail, que c'est un intellectuel, il fait une analyse politiquement correcte, juridiquement correcte, il n'y a pas de faute. Mais si par extraordinaire, le ministre et le président trouvent à redire, ils peuvent dire, bon, lancez-moi un mandat d'arrêt contre M. Kouaou, ou bien une poursuite contre M. Kouaou. C'est son supérieur hiérarchique, il ne peut pas faire autrement. C'est comme vous êtes journaliste, mais vous avez le directeur de rédaction, le patron de votre chaîne, qui vous donne des ordres. Vous comprenez? À défaut, mais vous serez sanctionné. C'est pourquoi je dis que c'est un peu complexe. Ce que je sais, non pas que je veuille protéger les magistrats, les juges ivoiriens, vous savez, il est rare de voir un juriste qui n'est pas brillant. Et je connais très bien les uns et les autres. Ils sont extrêmement brillants, ils font ce qu'ils peuvent, mais tout dépend de l'organisation et du fonctionnement des institutions telles que définies par les tests. Le problème en Côte d'Ivoire, souvent, ce sont les tests. Malheureusement, nous adoptons les tests dans la précipitation et puis dans des petits calculs politiques. Quand ça m'arrange, pour l'instant, oui, j'adhère. Quand ça ne m'arrange pas, non, je n'adhère pas. Regardez, je vais vous donner un exemple. Prenons le cas du cautionnement. Mais le cautionnement est anticonstitutionnel. Viole deux articles de la Constitution. L'article 4 de la Constitution dit « Aucun Ivoirien ne doit être privilégié ou discriminé à partir de son ethnie, de sa religion, de sa fortune, de sa situation sociale. » 1. 2. L'article 52 de la Constitution dispose que le suffrage est universel, égal, secret et libre. Le suffrage universel veut dire que et les femmes et les hommes peuvent voter, et les pauvres et les riches peuvent voter, vous comprenez bien, et les illettrés et les lettrés peuvent voter. Parce que dans l'ancien temps, dans la France médiévale,
il y avait ce qu'on appelle le suffrage restreint, où les femmes n'étaient pas électrices et ne pouvaient pas être candidats, où les pauvres ne pouvaient pas être candidats, c'est ce qu'on appelle le suffrage censitaire, où les illettrés ne pouvaient pas être candidats, c'est ce qu'on appelle le suffrage capacitaire. Donc, le suffrage masculin, le suffrage capacitaire et le suffrage censitaire, c'est ce qu'on appelle le suffrage restreint. Lorsque la République a été établie en France, c'est contre ce suffrage restreint qu'est venu le suffrage universel, qui a aboli ces inégalités. Donc, désormais, femmes et garçons peuvent être électeurs et candidats. Pauvres et riches peuvent être électeurs et candidats, ainsi de suite. La seule conditionnalité, ce sont des conditions objectives. Par exemple, l'âge. Évidemment, on ne peut pas dire qu'un enfant de 2 ans peut être président de la République. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire que quelqu'un qui est fou peut être président de la République. Hormis cela, tout le monde peut l'être. Mais en instituant le cautionnement, mais on exclut les pauvres en raison de leur situation sociale. La pauvreté devient un délit. Mais tout le monde sait dans les conditions dans lesquelles, à 2 jours de l'élection présidentielle de 1990, le président Houphouët a imposé ce cautionnement qui n'existait pas. Ce qu'il faut dans une démocratie, c'est le parrainage citoyen. C'est-à-dire que vous voulez être candidat à la mairie, à la présidence, à la députation. On vous demande d'abord d'avoir, n'est-ce pas, l'accord d'un certain nombre de citoyens. Aux États-Unis, en France, il n'y a pas de cautionnement. Pourquoi c'est nous, les pays pauvres, qui faisons toujours l'éloge de la richesse? Demain, faisons attention parce que demain, quelqu'un peut venir dire « Je ne veux plus que les femmes votent ». Vous savez qu'il y a des gens qui sont misogynes, qui n'aiment pas du tout les femmes. On dira quoi? Et s'il est en position de force, quelqu'un viendra dire que demain, si tu n'as pas le CP, tu ne peux pas être électeur, tu ne peux pas être candidat. Qu'est-ce que nous allons dire? Pourquoi on ne dit pas que pour être candidat, il faut payer 50 millions, mais il faut avoir une agrégation? Il est évident que si on dit ça, ça va choquer des gens. Mais qu'est-ce que les pauvres ont fait? Pourquoi la pauvreté en Côte d'Ivoire est un délit? Pourquoi en Côte d'Ivoire tout se résume à l'argent? Est-ce que l'argent décrète l'intelligence politique? Non. La politique, c'est de la sagesse. On fait la politique avec de la sagesse. C'est ni avec l'intelligence, c'est ni avec le savoir, c'est avec la sagesse. Parce que c'est la sagesse qui permet de gouverner avec équité. Merci, M. Kwao. Avant de conclure avec vous, nos militants vous regardent. Les Ivoiriens vous regardent. Nous sommes dans une période assez sensible. Qu'est-ce que vous avez à dire pour nous rassurer? Je pense que le président de la République a donné le ton en ne se présentant pas pour les élections du 31 octobre 2020. C'est une décision qui participe de la décrispation. Et donc, déjà... C'est un non-événement, c'était prévu dans la Constitution. Oui, c'est un non-événement, mais nous sommes en Afrique et on sait qu'ailleurs, des présidents ont tripatouillé la Constitution pour briguer plusieurs mandats. Donc déjà, objectivement, c'est une avancée. Et ça décrypte la situation. Autre chose, il faudrait que les partis politiques s'accordent sur le cadre institutionnel des élections, c'est-à-dire la CEI, parce que le contentieux demeure toujours. Il faut voir comment faire de la CEI une institution inclusive. Et puis, au niveau du Conseil constitutionnel, amener aussi la réflexion, parce que n'oubliez pas qu'en 2000, c'est le dysfonctionnement des 2 institutions, la CEI et le Conseil constitutionnel, qui a entraîné ce que nous avons connu. Dans tous les cas de figure, je pense qu'aujourd'hui, les hommes politiques doivent saisir au bon la déclaration du président de la République pour voir dans quelle mesure ils peuvent en faire un dividende politique, pour en faire une opportunité politique, pour que le 31 octobre, on assiste non seulement à une alternance politique, mais à des élections apaisées. Par rapport à l'élection qui aura lieu le 16 mars prochain, Yamoussoukro, y a-t-il voie de recours en cas de non-dégagement de la majorité? Au niveau du Congrès, Oui, du Congrès. Est-ce que vous voulez dire? Oui. Oui, évidemment. Si le Congrès n'arrive pas à dégager une majorité, du strict point de vue du droit, la décision revient à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je dis que le combat politique se fait en amont. Le bicaméralisme que nous avons est un bicaméralisme imparfait, au profit de l'Assemblée nationale, au détriment du Sénat. C'est-à-dire que là où il y a un désaccord entre le Sénat et l'Assemblée nationale, de sorte à créer un blocage institutionnel, la dernière décision revient à l'Assemblée nationale. Mais tel qu'on regarde la configuration actuelle de notre Assemblée nationale et du Sénat, nous avons 250 députés, 99
sénateurs, ça fait quelque chose de 354 parlementaires. La majorité absolue, c'est 177. Les 2 tiers, c'est 236, si je ne me trompe pas. 234, moi, je ne suis pas très fort en mathématiques. Vous voyez, je vois très mal, dans la configuration actuelle, un quelconque blocage au niveau du Parlement. Rappelons que ce Parlement est à majorité RHDP. Et rappelons aussi que certains députés certains députés de l'opposition actuellement ne sont pas présents pour des questions judiciaires. Et donc tout ça est à l'avantage du parti au pouvoir. Mais dans tous les cas de figure, la politique se fait avec les idées, dans un cadre apaisé. Le PDCI a toujours été un parti pacifique. Je pense qu'il y aura toujours les moyens pour consolider davantage la paix dans notre pays. Il ne faut pas penser au parti pacifique pour toujours nous marcher dessus. Quant à vous, téléspectateurs de PDCI TV, bonjour et à nous revoir très prochainement. Merci encore.